cadre des conférences organisées par la bibliothèque d'Erich Clair, je viens donc pour une troisième fois, et après avoir évoqué l'autoportrait peint par des hommes et l'autoportrait peint par des femmes, aujourd'hui nous allons parler d'une peinture qui au fond ne raconte pas grand-chose, apparemment en tout cas. Ce sont des fruits, ce sont des fleurs, ce sont des objets. Bref, c'est ce qu'on appelle la nature morte. Considéré souvent comme un sous-genre. Sous-genre parce que la grande peinture à l'italienne depuis la Renaissance, c'est une peinture qui justement raconte une histoire. Et tout l'art de l'artiste, outre sa maîtrise technique, c'est d'organiser une mise en scène pour au mieux raconter une histoire, soit un moment d'histoire, soit un résumé d'histoire. Ici, 3 citrons, quelques fruits, que raconte ce genre de peinture? En fait, la première définition de ce qu'on appelle communément la nature morte vient de Hollande, c'était le XVIIe siècle, et elle apparaît sous un autre terme, c'est Stillleven, ce que je préfère aussi, c'est-à-dire vie suspendue. Cette vie suspendue, elle apparaît pas tout à fait par hasard à cette époque en Hollande, puisque d'une part, elle va bien correspondre à l'esprit du protestantisme, et d'autre part, elle correspond aussi à un pays qui a conquis les mers, élargi son marché, et donc un pays très riche. Et donc 2 genres particuliers vont évoluer au cours de ce XVIIe siècle, c'est le paysage, les marines entre autres, et puis les Stillleven. Alors, dès cette époque-là, il y a 2 éléments qui définissent ce genre de peinture. Premier, c'est que, en effet, c'est avant tout une peinture d'observation. Il s'agit d'observer un fruit, d'observer un verre, d'observer un plat en étain et de le peindre au mieux, c'est-à-dire à travers une sorte de maîtrise technique qui va autoriser un certain émerveillement. Et d'autre part, c'est une peinture qui, en principe, ne raconte rien. Alors c'est ça qu'on va voir. Est-ce que vraiment elle ne raconte rien? Quels sont les messages sous-jacents à ce type de peinture? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un autre défi à travers justement cette idée d'émerveillement? Parce que la nature morte, et le Stillleven, comme ici cette peinture de Peter Klaas, est une peinture qui, au fond, va posséder aussi un message. Et à l'intérieur de ce message, il y a aussi cette attitude donc de bien peindre, et dans ce bien peindre va évoluer une conscience de ce genre de peinture qui pourrait nous amener, et ça on verra comment, jusqu'à l'abstraction géométrique. Alors bien sûr, cette représentation de fruits ou de plats ou de légumes, etc., n'attend pas le XVIIe siècle. En fait, il y a des précédents. Pline l'Ancien parle même d'un peintre des ordures, qui était très célèbre à l'époque, qui vendait extrêmement bien sa peinture, comme du reste, la nature morte connaîtra toujours un grand succès auprès des amateurs. Alors ici, en effet, c'est un pavement qui a été retrouvé dans une villa à Rome, elle date de l'époque d'Adrien, et vous retrouvez en effet là des fruits, des cerises, mais aussi, vous voyez, une arête de poisson, différents objets, des feuilles, un coquillage. Alors, bien sûr, il n'y a pas toujours cette espèce d'étalage comme ça, un peu jeté en termes de peinture. Souvent, c'est plus organisé que cela, comme ici à Pompéi, et on s'est posé la question de savoir pourquoi cette peinture existait. Alors la première explication qui était donnée, c'était de dire que ces gens qui habitaient Pompéi étaient très fiers de leur richesse et surtout de ce qu'ils pouvaient récolter comme justement fruits, légumes, etc. pour accueillir leurs invités. C'était une manière de dire aux invités, voilà tout ce que moi je peux vous offrir. Il y avait aussi d'autres hypothèses. Parmi les autres hypothèses, il y avait de marquer les saisons, par exemple, les fruits d'été, les fruits de printemps, etc., les fleurs de printemps. Il y avait aussi peut-être des allégories, par exemple, liées aux différents sens, le sens du toucher, le sens de l'odorat, etc. Et puis on a dit aussi que peut-être il y avait déjà une idée de vanité à l'intérieur de ces peintures. Mais nous allons faire un saut dans le temps, et on arrive toujours avant 1650, donc toujours avant la peinture hollandaise du XVIIe, dans ce 16e de la contre-réforme, dans nos régions, où Peter Artsen peint cette scène. Alors en effet, là,
il y a de la viande grasse, comme on dit, il y a des morceaux de pain, il y a des pichets avec de la boisson, il y a aussi sur le côté à droite une armoire ouverte avec une série d'ouvrages, il y a des fleurs aussi, et puis à l'arrière, il y a une scène. Donc ici, ce tableau raconte en effet quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Marthe, le Christ chez Marthe et Marie. Alors, Marie, elle est agenouillée, à l'arrière-plan, le Christ lui pose la main sur la tête, et Marthe est debout, s'occupant, au fond, à recevoir au mieux ces deux invités. Et au-dessus de la cheminée, sur le linteau de la cheminée, il y a alors un petit texte où il est indiqué « Marie a choisi la meilleure part ». Alors ça pourrait être la meilleure part du gâteau, la meilleure part de la nourriture, mais non, elle a fait le meilleur choix. Et le meilleur choix, en fait, c'est d'écouter le Christ. Et donc ici, on a dans cette peinture une opposition en quelque sorte entre le monde matériel et puis le monde spirituel, et où il nous est indiqué à l'arrière-plan qu'il vaut mieux suivre le mode spirituel et le monde spirituel que le monde de la nourriture et de la connaissance. Il y a aussi dans ce tableau un petit détail sur la gauche, je vous le montre ici, voilà, c'est l'œillet. L'œillet qui est un symbole au fond du Christ souffrant, du Christ avant la crucifixion, des douleurs du Christ. Si on change de région, c'est pas très loin, c'est aux Pays-Bas du Nord, mais on est là dans le cas du protestantisme. Alors on a, au contraire, l'image d'une bonne famille. C'est presque une famille américaine, hein, avec le père, la mère, les trois enfants, tout ça autour d'une bonne table. La mère, du reste, qui tient son enfant, un petit peu comme la Vierge pourrait tenir le Christ. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il y a sur la table. Et sur la table, vous avez, retenons ceci, le verre bien sûr, mais la pomme, les cerises, il y a le fromage ici, il y a du pain aussi, des raisins, c'est-à-dire qu'il y a une série d'éléments qui sont à la limite d'ordre symbolique. Les cerises renvoient au paradis, la pomme renvoie évidemment au péché originel, le pain à l'Eucharistie et le fromage au repas qu'on prend au moment du carême. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la ligne de ce qui doit se faire, dans la piété en quelque sorte, qui est bien de l'ordre du protestantisme. Ici par contre, nous avons un peintre qui est aussi un riche commerçant, qui est Osias Beert, et qui partage sa vie entre Liège et Anvers. Et lui, au contraire, ce qu'il a envie de montrer, c'est toute l'opulence, c'est toute sa richesse. Voilà un autre rôle aussi de ces natures mortes. Il n'y a pas d'histoire, en effet, mais par contre, il y a des mets de qualité, les huîtres. Il y a une porcelaine chinoise. Il y a des sucres candis qui sont importés du Canada. Il y a des coquillages rares. Il y a les amandes aussi qui viennent de loin. Donc ça veut dire qu'on vit dans un pays et dans un moment, en tout cas chez le propriétaire de ce tableau, où on peut se permettre ce genre de richesse. Donc toute l'opulence, je disais, de cette nourriture étalée sur la table. À côté de cela, eh bien, si on prend l'idée de la contre-réforme toujours, et qu'on revient en Espagne, et là un tableau de Velázquez, on retrouve le même sujet que celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le Christ chez Marthe et Marie, qui se trouve là aussi en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui est mis en avant cette fois? Ce n'est pas la nourriture riche, ce n'est pas le savoir, c'est au contraire deux personnes pauvres dont l'une est en train d'écraser l'ail, qui est quand même une nourriture de pauvre, avec le poisson, avec les œufs qui sont autour. Pourquoi? Eh bien parce qu'au moment de la contre-réforme, la pauvreté est presque devenue une qualité. C'est devenu un élément dont on ne peut plus se moquer, qu'on ne peut plus mépriser, mais au contraire qu'on doit mettre en avant. Et le message du Christ, cette fois, est peut-être celui-là, hein, que les pauvres seront les riches, hein, dans son domaine. Cette opposition entre riches et pauvres, on va la retrouver aussi chez un autre peintre qui, lui, vit à Anvers, qui est Van Hulsdonck, Jacob Van Hulsdonck.
Et là, on voit toujours ce poisson, nourriture de pauvres. On voit les pieds de porc, nourriture de pauvres, le fromage, carême, le pain. Mais on a aussi, à côté de cela, des mets un peu plus onéreux, qui viennent de plus loin. La viande grasse aussi, au centre de la composition. Et comme un commentaire à cette opposition entre richesse et pauvreté, on a sur le côté, ici, on a la présence du papillon, cet insecte éphémère qui dit aussi le côté éphémère de la vie. Cette même idée d'opposer richesse et pauvreté, on la retrouve dans ce petit tableau d'un peintre qui vient de Moravie, qui est Georges Flegel, et où on voit à côté des œufs et du pain, on voit au contraire des vers de grande richesse, et on voit aussi deux symboles, un qu'on a déjà vu, l'œillet, dont on a parlé tout à l'heure, et puis ici la petite coccinelle, qui est en fait un symbole de la Vierge. Et donc entre la Vierge et le Christ souffrant, il y a ce moment terrestre de la nourriture, avec ce couteau qui traverse la composition, et qui en effet sépare le riche du pauvre, la Vierge de son fils souffrant. En fait, ce Flegel va surtout mettre en évidence autre chose que l'on voit déjà dans ce tableau-ci. C'est par exemple l'attention qu'il porte, regardez ici, l'attention qu'il porte au reflet. Reflet au niveau de la surface du vin, du liquide, là ici dans le bas du verre, et ici c'est transparence aussi de cette carafe. Et en fait, Flegel va exceller dans un nouveau genre qu'on appellera le nocturnalia, c'est-à-dire des peintures de nuit, éclairées seulement à la bougie, on pense à Georges Latour, mais ici, qui permet surtout d'harmoniser une composition où l'ensemble des bruns est seulement illuminé par cette bougie et met en évidence ces bleus très pâles ici. On en est presque à oublier la petite souris qui se promène ici dans la composition. C'est pas ça qui est important, c'est l'aspect général, c'est la composition générale. Et ça donne l'idée que le peintre va aussi profiter de ces sujets qui au fond ne racontent pas grand-chose, pour en effet aller le plus loin possible dans ce qu'on pourrait appeler la picturalité, faire des recherches sur la seule émotion que peut donner la peinture. Alors, ça n'empêche pas ce plaisir de peindre ici sur un thème beaucoup plus baroque, c'est Franz Neiders, ça n'empêche pas de donner aussi un petit coup de morale, puisqu'à côté de cet étalage de fruits en grappes, avec ces mouvements de gauche, mouvements de droite, il y a la présence de ces petits singes qui désignent en fait et parodient les défauts de l'homme, avide, gourmand, un peu trop gourmand même, et qui se rue sur ces nourritures. En fait, ce type de composition, avec énormément d'objets, et d'objets très riches, va aussi permettre aux artistes de sortir de la petite composition avec distribuer 2-3 fruits, 2-3 symboles, pour imaginer des compositions véritablement pensées comme une grande peinture, comme une peinture d'histoire. Et en effet, ici, regardez, vous avez une asymétrie dans la composition, avec ici cet axe donné par cet élément d'architecture qui retombe sur le drap blanc, ce drap blanc qui met en évidence un autre axe qui est horizontal. Or, si on suit l'horizontale ici et la verticale ici, on voit que toute la composition s'organise autour de cette structure à travers une série d'éléments alors qui vont être davantage obliques et qui vont mettre en évidence une série d'autres axes. Oui, ceci par exemple, si on prolonge, on arrive juste sur ce point-là. Si de ce point-là on redescend, on arrive juste sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a en fait une structure qui est assez voisine des structures que l'on trouve dans la grande peinture, par exemple, de Rubens. On n'est pas très loin de tout ça. Donc la nature morte peut aussi évoluer au XVIIe siècle vers une complexité qui renvoie à la grande peinture. Alors les fleurs. Bien sûr, les fleurs, elles sont au départ symboliques et encore aujourd'hui, on utilise la symbolique des fleurs. Ici, c'est un tableau de Memling. C'est le revers, en fait, d'un portrait
d'un homme en prière. Et donc à l'envers du tableau, il y a ces fleurs, au-dessus le lys, symbole de la virginité du Christ, et un peu plus bas, l'iris, qui lui représente les douleurs de la Vierge, la pureté de la Vierge plutôt, et les douleurs de la Vierge. Et donc on est à travers ce bouquet dans une symbolique qui va de l'alpha à l'oméga, hein, le début, la Vierge avant la naissance du Christ, la virginité de la Vierge assumée, et puis les douleurs, évidemment, quand le Fils sera crucifié. Mais cette symbolique va être accompagnée assez vite par un intérêt pour la botanique, tout simplement un intérêt pour la botanique. Ici, je vous montre un carnet de Léonard de Vinci. Il ne s'agit pas non plus de raconter une histoire, il ne s'agit pas d'organiser non plus une composition ici, mais de faire vraiment œuvre de chercheur, un peu comme il a pu observer l'anatomie, les fœtus, le cheval, et puis toutes ces mécaniques. Eh bien, ici, c'est la botanique. Et on retrouve cela dans un tableau de Dürer qui, lui, peint non pas des fleurs prestigieuses, non pas un bouquet compliqué, mais les fleurs des champs, des herbes, des graminées, voilà, tout simplement. Ceci étant, le mouvement pour l'étude botanique est lancé et on voit en effet des artistes comme Jean Bourdichon, ici, qui va réaliser un livre d'heures pour Anne de Bretagne, qui sortira en 1505, et où il va recenser pas moins de 340 espèces de fleurs, de plantes. Alors là, il s'agit évidemment de les reproduire au mieux, toujours selon le même format. Voilà ici un deuxième exemple de ces fleurs de Jean Bourdichon. Au XVIIe siècle, donc quelques temps plus tard, cette tendance se poursuit. Et par exemple ici, Jacopo Ligosi va, lui, faire des recherches dans la nature pour réaliser 7000 planches, que ce soit des minéraux, des animaux, les grands animaux, mais aussi les insectes, que ce soit surtout les fleurs, 7000 planches qui vont rejoindre en fait un cabinet d'amateurs. Car en effet, le XVIIe siècle est aussi le siècle des cabinets d'amateurs, où on va essayer de résumer dans une armoire ou résumer dans une bibliothèque le savoir du monde ou la curiosité du monde. Par exemple, ici, c'est une peintre, Maria Sibylla, qui à 50 ans va rejoindre le Suriname pour y chercher les animaux, les fleurs, la botanique exotique. Son œuvre va surtout tourner autour de la botanique et également autour de ces chenilles. Elle est fascinée par le développement des chenilles, la transformation des chenilles en papillons. Elle va multiplier les études des différents stades qui mènent de la chenille au papillon. Et elle va également peindre toute une série d'œuvres de tulipes. Car, souvenez-vous, la tulipe, c'est cet oignon exotique qui au départ venait de Turquie et qui va être collectionné par les Hollandais jusqu'à des prix extraordinaires, puisqu'on a noté qu'un oignon de tulipe avait été vendu pour le prix d'une maison en Hollande. Donc c'est vous dire cette mode et cette folie de la tulipomania qu'on a appelée et qui se retrouve ici peinte par Maria Sibylla. Alors ça c'est pour le nord, c'est pour l'exotique. Certains, dans le côté local, préfèrent magnifier ce que produit cette Italie du Sud. Et là, c'est Bartolomeo Bimbi qui nous propose une nature morte avec toute une série d'agrumes mêlés en rang, je dirais, les unes au-dessus des autres. On est loin donc des compositions qu'on va voir plus tard. J'évoquais les cabinets d'amateurs, en voilà un par exemple, une peinture qui représente un morceau du monde, c'est l'Asie. C'est l'Asie qui est résumée par Jan van Kessel avec, dans différentes parties, les costumes de l'Asie, les insectes d'Asie, les papillons d'Asie, différents objets de l'Asie, l'architecture de l'Asie. Donc tout cela résumé dans un seul tableau. Ou alors, vraiment, des peintures qui reproduisent les armoires de cabinets d'amateurs, comme ici, Jan
Domenico Rems, qui reproduit le cabinet d'amateur d'Isabelle d'Este, avec toute une série d'objets. Alors, il y a de la peinture, il y a des objets bien réels, il y a des animaux, il y a des ossements, il y a aussi des machines fabriquées par les hommes, des instruments fabriqués par les hommes. Donc toute la connaissance, si vous voulez, de l'époque se trouve parfois résumée dans une seule armoire. Et dans ce genre de peinture, où il s'agit d'émerveiller, et d'émerveiller entre autres par le trompe-l'œil, hein, on croit vraiment voir un citron, on croit vraiment voir une tulipe, on croit vraiment voir le cabinet d'amateur ici d'Isabelle d'Este. Les fleurs, par contre, revenons vers les fleurs, avec Bruegel de Vloer, vont donner lieu à des compositions qui vont rejoindre un peu cette picturalité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, les fleurs sont choisies bien sûr parce qu'on aime les tulipes et qu'on les retrouve, mais aussi pour leur couleur, pour leur forme. Et on compose des bouquets comme on composerait un tableau abstrait, hein, avec une série de rouges dispersés, auxquels répondent des jaunes également à différents endroits, des fleurs plus grosses, des fleurs plus petites. Hein, tout ça forme un ensemble plaisant, je dirais, pour l'œil de l'amateur, même si on voit ici déjà quelques fleurs qui sont tombées et qui montrent évidemment aussi le côté éphémère à la fois de la fleur comme allégorie de la vie de l'homme. C'est encore plus marqué ici chez Ozias Baird, qu'on avait déjà rencontré dans un tableau précédent, où à côté de ces fleurs, on voit des fleurs qui sont à différents états de leur épanouissement. Ici, elle est en bouton encore, là, elle est épanouie, là, au contraire, elle est déjà en train de retomber, et là, il y a des pétales qui sont tombés. Et pour nous rappeler encore cela, l'éternel papillon qui se trouve sur le côté. Donc, il y a des clés de lecture, mais aussi, à la fois, c'est un objet philosophique, finalement, cette nature morte, c'est aussi un objet de savoir-faire, reproduire les fleurs, c'est aussi un objet d'émerveillement, la picturalité. On la retrouve ici aussi, de nouveau chez Bruegel de Vloer, dans ce superbe tableau qui se trouve au musée de Bruxelles, où, cette fois, on voit s'opposer la couronne de petites fleurs, travaillée avec une méticulosité extraordinaire, et puis avec cette même méticulosité, les objets de parure, hein, les colliers, les bagues, les bijoux, avec les pierres précieuses. On sait que l'un va durer plus longtemps que l'autre, mais par quoi est-on davantage attiré finalement? Quelle est la valeur de l'un par rapport à la valeur de l'autre? C'est de nouveau, au fond, une question philosophique qui est posée à travers cette peinture. Enfin, il y a ici un travail, on sait que Van Issum, un peintre hollandais, va lui proposer encore autre chose. On est presque aussi dans un cabinet d'amateurs, on est presque aussi dans un résumé du monde, parce que les fleurs qu'il a choisies sont des fleurs qui, poussent et s'épanouissent à différents moments de l'année. Donc il a réuni des fleurs de printemps, des fleurs d'été, des fleurs d'automne, mais aussi ce sont des fleurs qui viennent de lieux très différents, des fleurs locales, des fleurs exotiques. Donc en faisant cela, il fait un résumé non seulement du temps, les différentes saisons, mais aussi de la terre telle qu'on la connaît et telle qu'on connaît sa botanique. On sait que ce Van Issum mettait à peu près 1 an pour faire un seul tableau, tant il devait être précis, tant il devait aussi évidemment attendre les bons moments pour observer les fleurs qu'il allait peindre. Donc il y a en effet ce goût pour la peinture de trompe-l'œil, cette peinture de l'émerveillement du savoir-faire. Et le premier trompe-l'œil de l'histoire de la peinture, on le doit à Jacopo de Barbari, avec ses oiseaux, hein, ses gantelets de fer et ce petit texte qui se trouve sur le côté. Comment fonctionne un trompe-l'œil à l'époque? D'abord, il doit avoir la taille des objets qui sont représentés. Donc il n'y a pas une rupture d'échelle. On est dans le vrai, si vous voulez, dans la vraie dimension. Et c'est particulièrement vrai ici dans ce tableau de Van Mierop. Vous voyez que ces oiseaux qui sont pendus, hein, par les pattes s'accrochent à un encadrement,
mais paraissent en dehors de l'encadrement, puisque vous avez sur le côté ici, c'est elle qui est devant le cadre. Donc pour bien nous montrer qu'on est dans quelque chose qui fait semblant d'être le vrai, et comme ça a la même taille, on peut s'y tromper. C'est évidemment l'art du trompe-l'œil. L'art du trompe-l'œil qui va se développer encore avec différents sujets. Là on s'écarte un peu, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer celui-ci, de Geisberecht, qui est un des spécialistes du trompe-l'œil, avec ces rideaux que l'on tire et ces tissus, ces lettres, ces livres qui sont reproduits à faire tromper évidemment le spectateur. Il n'empêche que la beauté, cette idée un peu étrange, va occuper l'esprit des peintres, mais une beauté, on va voir, qui s'écarte un peu de la seule philosophie pour un plaisir, mais un plaisir qui peut être finalement d'ordre méditatif. Alors ici, c'est une des natures mortes les plus célèbres, celle du Caravage. Caravage est un peintre réaliste, on le sait, d'où par exemple ici, pour ces fruits sont abîmés. Oui. Ils ne sont pas présentés dans leur plus grande beauté. Mais par contre, la composition, elle, ose s'ouvrir, elle joue à la fois d'un mouvement en courbe comme ça qui part du coin inférieur gauche et qui monte vers ses fruits, qui redescend vers la droite. En même temps, il y a un mouvement qui se dirige depuis l'angle inférieur droit et qui rejoint la feuille qui se trouve à gauche. Donc c'est à la fois un mouvement, un balancement, c'est à la fois très réaliste, donc il y a en effet une sorte de trompe-l'œil, hein, et en même temps, eh bien on peut dire que c'est beau, tout simplement. C'est beau, ce n'est pas uniquement une prouesse technique. Eh bien, cette notion de beauté, on va la retrouver en Espagne, chez Juan Sánchez Cotton, à travers des œuvres comme celle-ci. C'est un homme étrange, que ce Cotton, puisqu'il va, après avoir peint pendant des dizaines d'années, il va finalement trouver son bonheur en rejoignant un monastère. Il va devenir moine. Et il est vrai que ces peintures ici invitent au silence. Là, ici, on est vraiment dans le style Leven, dans la vie suspendue. Et elle invite au silence, elle invite à la méditation plus qu'à la réflexion, avec rien finalement, 3 citrons. Il n'y a que 3 citrons. Il n'y a que 3 citrons, mais regardez, comme tout à l'heure, on peut indiquer l'importance de cet axe qui supporte les deux. Puis, l'axe vertical ici, donné par le citron. Et reliant les deux, il y a ce mouvement courbe. Et Cotton va, dans d'autres compositions, on va le voir, jouer sur cette idée de quelque chose qui s'arrondit, qui descend doucement, comme une lente mélodie comme ça, qui part des parties hautes et qui rejoint les parties basses par cette courbe. En plus, évidemment, de la qualité technique, hein, de la qualité d'illusion, évidemment, des textures, que ce soit de l'écorce, que ce soit du fruit proprement dit. Je vous montre une autre, où on voit bien la mise en scène aussi, la théâtralisation de cette nature morte. On a vu tout à l'heure des fleurs qui étaient aménagées les unes par rapport aux autres. Ici, on va plus loin, puisqu'on va suspendre des fruits à différentes hauteurs. Ces fruits n'ont pas de connotation symbolique, c'est les fruits du marché, mais ils sont ouverts pour donner une certaine forme, une autre forme ici, encore une autre là, tout cela dans un encadrement d'une grande sobriété et venant des fonds très très sombres, pour de nouveau jouer sur ce va-et-vient courbe, hein, qui est celui-ci. Et on retrouve cela dans une composition un peu plus complexe du même Cotton, avec ce légume ici, les céleris, hein, qui descendent, qui vont rejoindre ces lignes-là, redescendre par là. Bref, on occupe ce centre, on occupe cette scène, mais avec ce sens, je dirais, presque musical. Autre façon de chercher une autre picturalité, chercher des solutions picturales à la nature morte, c'est celle ici de cette autre artiste femme, Fede Galizia, qui, elle, va jouer le côté monumental. Elle va rapprocher la nature morte vraiment du plan du tableau. Elle va occuper tout le champ du tableau
pour mieux nous faire ressentir les textures à la fois de la porcelaine ici et puis de la peau du fruit. Voilà ici encore une autre œuvre de la même artiste qui, elle, est une artiste italienne, milanaise. Comme on ne pouvait pas éviter d'évoquer la nature morte du Caravage, on ne peut passer sous silence évidemment ce superbe tableau de Zurbaran, qui lui aussi est un mystique. On le voit à travers toute son œuvre religieuse. Et au fond, à travers la peinture de ces citrons, de ces pommes et de cette tasse posée sur cette assiette plus sombre, plus grise, il y a une douceur dans la composition, il y a simplement une juxtaposition, un élément, deux éléments, trois éléments, reliés en fait de manière extrêmement subtile par les courbes des supports et aussi par cette partie-ci qui vient répondre à cette partie du bas, le tout armé évidemment par de nouveau cette table horizontale bien placée face à nous pour que la lumière joue un maximum son rôle, car ici, un petit peu comme on le verra chez Chardin, il s'agit bien d'abord d'un travail sur la lumière. Travail précis, eh bien oui, c'est aussi celui de ce Hollandais, pour vous dire que c'est vraiment dans tous les pays qu'on voit ce même genre de fascination, c'est Adriaan Coorte. Et Adriaan Coorte venait de Middelburg, qui était un grand centre d'optique, de recherche sur l'optique, et donc sur les lentilles. Et on sait que Adriaan Coorte, un petit peu comme Vermeer, travaillait avec des lentilles pour représenter au mieux la translucidité, je dirais, d'une simple botte d'asperges. Je vais vous montrer deux autres tableaux de ce même artiste où on voit justement cette présence, cette minutie aussi. Il travaille vraiment à la loupe, il travaille ses lentilles, ou encore ici un tableau, celui peut-être que je préfère, avec ses groseilles vertes lumineuses. C'est un tableau en fait qui n'a pas de temps. On a l'impression que là, on est tout à fait dans le hors-temps. C'est un tableau qui aurait pu être peint aujourd'hui, comme il pouvait être peint, voilà, à cette époque-là, 17e. Mais revenons à cette Hollande, ce pays hollandais des années 1650, et ici à William Claes Eda, qui, comme son collègue Peter Claes, vont se spécialiser dans ce qu'on a appelé les banquets monochromes. C'est à Haarlem, dans le centre de Haarlem, qu'ils vont réaliser ce type de tableau, où en fait ici on a un banquet interrompu. C'est comme si cette stillleven devait être au plus juste d'elle-même, c'est la vie suspendue. Eh bien c'est suspendu. Vous voyez ici cette tourte, elle a été commencée, elle n'est pas terminée. Ici il y a des noisettes, certaines ont été cassées, d'autres pas. Là le verre est tombé comme si le repas était interrompu. Et cependant, il y a de nouveau, regardez, cette même type de composition. C'est intéressant de noter ce type de composition parce que ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on est presque dans la dynamique d'un tableau de Mondrian, en termes de structure. Alors, à côté de ces dominantes, vous avez alors des verticales secondaires, et puis alors, vous avez, pour animer le tout, ici cette assiette qui est débordante, qui déborde le cadre de la table, et le couteau ici qui est oblique et qui nous mène vers ce qui était à l'époque le verre de bière. Au contraire, Peter Claes, lui, avec le même type d'harmonie de couleurs, qui de nouveau affirme une certaine picturalité, va exceller bien sûr dans ce morceau de bravoure qui est celui-là, mais également ici, avec les reflets, etc. Mais lui, il met l'accent sur, ici, vous voyez un verre qui s'est brisé et qui est juste au-dessus de ce plat d'huîtres, elle-même au-dessus d'un petit sachet qui pourrait nous paraître intriguant. En fait, il s'agit du citron et du poivre que l'on met sur les huîtres pour augmenter le goût, et surtout le poivre, qui est une denrée rare et chère, pour augmenter l'effet aphrodisiaque que procure l'ingestion des huîtres. Et donc, à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi il y a le verre brisé et puis le poivre ici et les huîtres au milieu. C'est un peu cette idée du plaisir, Eros et Thanatos, résumé dans une composition. Donc on a à la fois le plaisir de l'œil, le plaisir de la technique,
et quand même une certaine moralité sous-jacente, un texte moral. Ici, on est un peu plus loin dans cette réflexion, je crois, avec un tableau d'un Alsacien et de Strasbourg, Sébastien Stoskov, qui va nous présenter un plateau, non pas avec des fruits, mais uniquement de la verrerie, et des verres extrêmement fins, extrêmement fragiles, pour lesquels il va évidemment montrer toute sa qualité de peintre à travers ce jeu de reflets de transparence. Et puis il y a, en dehors de ce panier de verre, il y a cet autre verre qui s'est brisé en deux parties. Comme si le peintre, ici, avait voulu nous dire, vous savez, les verres, c'est merveilleux, c'est une des plus belles choses du monde, vous le respectez, c'est votre richesse, c'est votre plaisir, mais c'est extrêmement fragile. Alors que ma peinture, elle, va dépasser les siècles, va être au-delà de cette fragilité. Ça nous permet évidemment d'enchaîner sur le XVIIIe et de citer seulement un seul artiste du XVIIIe qui est Chardin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec Chardin, la nature morte, vous voyez, les fruits, ce sont des fruits du quotidien. Il n'y a plus de symbolique, il n'y a pas de morale. Que fait Chardin en fait ? Chardin travaille sur 3 tableaux à la fois. Un qu'il fait le matin, un le midi, un l'après-midi. Pourquoi ? Parce que la lumière change. Et que la chose qui intéresse Chardin, c'est en effet la qualité de lumière sur une qualité de couleur et de texture de certains fruits. Et on a la même chose ici avec la céramique et des œufs. Donc des harmonies de couleurs qui vont naître en quelque sorte de ce rapport à la lumière et de ce plaisir à essayer de noter et obtenir les bonnes couleurs. C'est plus tout à fait le cas au XIXe. La nature morte change ici. Et on voit qu'en effet, elle peut d'une part, avec Goya ici, évoquer bien autre chose que de la viande. Quand Goya peint ce tableau, il réalise aussi les gravures des désastres de la guerre. Et au fond, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une tête d'agneau ensanglantée. C'est de la viande. Les hommes ne sont plus que de la viande dans un combat, dans une guerre. Et au fond, cette nature morte, elle renvoie à quelque chose qui est davantage politique, qui est davantage cette attaque que Goya fait régulièrement et à travers les désastres de la guerre, à cette guerre entre Napoléon et les Espagnols. Ici, avec Courbet, c'est autre chose. La nature morte devient presque autobiographique. Pourquoi ? Parce qu'en 1871, Courbet a été condamné pour avoir participé aux événements de la Commune. Et il doit une somme énorme pour avoir accompagné la démolition de la colonne Vendôme. Il est donc replié à Ornans et il va bientôt s'exiler en Suisse. Et il peint une truite d'Ornans. Mais on se rend bien compte qu'ici, la truite, cernée par tous ces rocs, c'est bien autre chose qu'une truite. C'est Courbet à ce moment-là de sa vie. Par contre, pour Manet, comme pour d'autres artistes précédemment, une botte d'asperges fait l'affaire parce que tout fait l'affaire. Que ce soit un corps de femme, que ce soit une botte d'asperges, que ce soit un paysage, tout est prétexte à la peinture, à étudier la peinture, c'est-à-dire à travailler la peinture par taches, par zone de couleur, par reflets, et obtenir tous ces reflets pour donner lieu à cette présence de ce légume, l'asperge. C'est un peu la même chose, mais placé autrement, qui définit la nature morte chez Cézanne. Qu'est-ce qu'une pomme pour Cézanne ? Une pomme pour Cézanne, c'est l'occasion de traiter un volume qui est convexe à partir de zones rouges, plus jaunes, plus vertes, plus chaudes, plus froides, qui vont, en étant juxtaposées, et si le rapport de tonalité est juste, recréer l'impression d'un volume. Donc le fruit n'est plus qu'un objet d'étude, pour comprendre comment, avec la seule couleur, on peut rendre le volume. Voilà à quoi arrive la nature morte. Elle peut bien sûr aussi, parfois, évoquer le rêve. C'est le cas d'Odilon Redon. Ce sera au XXe siècle, vrai aussi pour Max Ernst, ce sera vrai pour d'autres artistes. Mais approchons du XXe siècle et voyons comment la nature morte, une fois encore, va permettre aux artistes de faire évoluer le langage pictural. Picasso, quand Picasso
se dirige vers le cubisme, qu'est-ce qu'il prend comme point de départ? Il prend de l'architecture ou il prend de la nature morte. C'est une table avec différents objets, différents fruits. Et ces différents objets, ces différents fruits vont lui permettre de mettre l'accent sur la rythmique dans un tableau. Et c'est cette rythmique que l'on va retrouver après, quand le cubisme sera arrivé à maturité. Et quand le cubisme est arrivé à maturité, même s'il y a encore l'allusion à des fruits ici, l'essentiel se trouve inscrit à travers des instruments de musique. Ces mêmes instruments de musique qu'on avait vus chez le peintre flamand tout à l'heure. La peinture devient musique. Et pour Picasso, la musique, c'est d'abord et avant tout un rythme. Alors que pour Matisse, toujours à partir de la nature morte, l'essentiel est d'organiser une musique, je dirais atonale, à partir de la couleur. On retrouve du reste ces natures mortes aussi, même chez quelqu'un comme Mondrian. Mondrian a peint pas mal de fleurs pendant longtemps, mais Mondrian, ici, part de ce pot de gingembre pour aborder une composition en signes verticaux horizontaux, quelques obliques, qui précèdent immédiatement le néoplasticisme des années 1919-1920. Donc, où là, il ne sera plus question que de lignes verticales, horizontales et des trois primaires. On est juste quelques années auparavant, et c'est la nature morte qui permet, qui autorise ou qui encourage Mondrian à aller de l'avant dans l'évolution de ce langage pictural. On pourrait dire la même chose chez un autre peintre musicien qui est Paul Klee, qui part aussi d'objets pour abstraire vraiment cet objet et donner à cet objet la possibilité d'irradier à travers des formes courbes et des formes plus anguleuses. Le seul qui véritablement reste proche de la nature morte, c'est Morandi. Et Morandi va, lui, construire des espèces d'espaces architecturaux à partir de quelques objets, des bouteilles, des pots, des tasses, qu'il va peindre préalablement en blanc et qu'il va disposer sur une étagère, de telle sorte qu'il va pouvoir construire quelque chose qui tient finalement en termes d'harmonie. On pense à Chardin, mais on pense à d'autres avant. Alors qu'en est-il après 1945? Après 1945, vous avez un vieux de la vieille, il s'appelle Auguste Herbin. Il est passé par le fauvisme, il est passé par le cubisme. En 1930, il a fondé le mouvement Abstraction-Création. Et en 1945, après 1945, il va publier un livre théorique dans lequel il va mettre en parallèle une lettre, une couleur et des formes géométriques de base. Et à partir de là, il va composer, à partir d'un mot. Et à partir d'un mot, il va composer. Ici, par exemple, c'est soleil. Eh bien, il va, avec la lettre S, O, L, etc., il va construire une composition à partir de formes géométriques. Il aura une énorme influence sur la seconde génération des peintres abstraits. Et parmi eux, sur Jo Delahaut. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. Jo Delahaut va, au fond, aborder l'art abstrait comme un lieu de l'ordre. Je me souviens avoir fait une visite avec Jo Delahaut au musée d'art ancien où il me parlait d'un tableau de David, le marat assassiné. Et pendant une demi-heure, il m'a parlé des lignes directrices, il m'a parlé de l'ordre, il m'a parlé de la musicalité de ce tableau, pas du tout du sujet. Eh bien, ce Jo Delahaut qui va évoluer vers plus de simplicité, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Mais il continue la logique de la nature morte. On n'est pas au-delà. On n'est pas dans une peinture monumentale, on n'est pas dans une peinture politique, on n'est pas dans une peinture spiritualiste, on est dans l'organisation d'une harmonie. Et c'est vrai aussi chez cet autre peintre, je pourrais en citer beaucoup, mais cet autre peintre qui est Noël Vermeulen, et qui arrive à l'abstraction lui aussi après être passé par la nature morte, et qui est peut-être un des seuls peintres abstraits de notre pays à être vraiment un coloriste, tel que vous le voyez ici. Alors encore plus près de chez nous, plus près de nous, eh bien, un des grands artistes qui est exposé dans toutes les foires d'art actuel, dont le prix de vente a vraiment explosé, c'est un artiste américain qui pourtant, dans son abstraction, part de la ville. Alors ça pourrait être angoissant parce que lui évoque les cellules, il évoque les prisons, il évoque les circuits. Et pourtant, quand on regarde ces peintures de Peter Halley, on voit au contraire quelque chose de calme, quelque chose d'ordonné. Eh bien, cette abstraction, si elle est célébrée à haut prix de vente, si vous voulez, est aussi pratiquée par des artistes belges et européens encore aujourd'hui. Et là, je vous montre un artiste belge qui s'appelle Guy Leclerc,
Eh bien, quand vous regardez cette composition et que vous repensez à la nature morte, au fond, on n'est pas très très loin de l'organisation d'une nature morte. On est dans la même logique, dans le même principe, avec ici des tons sur tons, des zones plus franches, quelques angles droits, quelques courbes. Ici, c'est pareil, chez une artiste danoise, Anne Wester, qui va composer des choses extrêmement simples à partir du souvenir qu'elle a des harmonies qu'il y avait dans les pièces de son enfance, c'est-à-dire dans une salle de bain, dans la cuisine, chez sa grand-mère, et à partir de là, elle recrée une harmonie de couleurs, mais sur ce fond aussi très simple, avec 1, 2, 3, 4 éléments. Et ici de même que chez certains peintres de la nature morte, chez Frank Van Hiel, eh bien, on ne le voit pas très bien, je crois, sur cette image, mais on a en fait un raffinement dans les techniques. Il utilise du graphite, de l'acrylique, de l'encre, pour multiplier les textures, multiplier les brillances, tout ça à partir de quelques formes extrêmement simples. Alors, il n'empêche, les fleurs, est-ce qu'elles auraient disparu de notre univers? Mais non, les fleurs sont toujours là. Hein, et ici, je vous montre un tableau de François Jacob, qui est né de sa découverte d'un pigment particulier qu'on appelle le caput mortuum. Alors, le caput mortuum, c'est une couleur brun violacé qui peut tirer vers les blancs avec quelque chose d'un peu mélancolique dans la couleur. Alors, il s'intéresse à cet étrange mot de caput mortuum. Il se fait que le caput mortuum, c'est utilisé par les alchimistes, c'est le résidu sec qui se trouve au fond de la tanore une fois que l'esprit s'est libéré de la matière. Donc il y a cette idée de matériaux dont l'esprit a disparu et qu'on peut alors utiliser. On utilise aussi le caput mortuum pour lisser les lentilles et lisser les miroirs. Alors voilà ce qu'il utilise. Avec cela, il va avoir une réflexion sur le temps qui passe. Alors bien sûr les fleurs. Alors bien sûr des fleurs qui sont traversées par ce caput mortuum, mais aussi par le blanc. Et ce blanc qui vient comme souffler quelque chose de vivant dans ce bouquet de fleurs, malgré, je dirais, la tristesse ou la mélancolie qu'il y a dans cette peinture. Et ce vent, évidemment, il évoque Zéphyr, le dieu du vent. Et de qui est amoureux Zéphyr? Zéphyr est amoureux de Flore. Flore, qui est cette mortelle, qui, grâce à Zéphyr, va devenir immortelle. Donc vous voyez ce jeu sur le transitoire, le mortel, l'immortel, de nouveau repris ici par un artiste tout à fait contemporain qui était exposé récemment. Ici aussi, une exposition récente de Lisa Vlaming, où là on est dans une couleur plutôt pop comme ça, néo-pop, un peu flashy, avec cette grande frontalité, ces fleurs qui ont l'air d'évoluer vers des espèces de gélules. Ces gélules, oui, parce que pour elles, les fleurs, c'est à la fois merveilleux, mais c'est à la fois une pharmacopée. C'est aussi utilisé par les chimistes pour la santé, pour les drogues. Et voilà ici alors présenter cette métamorphose en quelque sorte des fleurs, cette opposition entre la fleur nature et la fleur culture en quelque sorte, avec deux métiers, les couleurs néopop, flashy, et un métier au glacis qui lui renvoie plutôt à l'art ancien. Ou alors ici, chez Laure Prouvost, qui expose actuellement dans une galerie à Bruxelles chez Nathalie Obadia, avec ce bouquet de fleurs qui sort de ce rose comme ça, ce bouquet de fleurs quand même étrange. Parce que vous avez remarqué que dans ce bouquet de fleurs, il y a des prises de courant. Et puis, il y a aussi ces choses bizarres, ça. Ces choses bizarres, ce sont des tentacules de pieuvre. Alors, pourquoi ces tentacules? Eh bien, parce que pour Laure Prouvost, on devrait penser autrement que par notre seule raison, on devrait penser par nos sensations. Et que notre cerveau devrait être au bout de nos éléments tactiles, c'est-à-dire au bout de nos doigts, comme la pieuvre a son cerveau dans ses tentacules. Alors voilà, au fond, à quoi peut aboutir aussi la peinture des fleurs aujourd'hui. C'est aussi à des propos sur l'imagination, propos sur les sensations. Et je terminerai par cette œuvre-ci, beaucoup plus apaisée, qui nous renvoie aussi au seul plaisir simple d'observer une pastèque et des melons. C'est un artiste français, mais qui vit à Barcelone, s'appelle Daniel Nkoua, et qui ici, revenant du marché, a coupé une pastèque et a coupé le melon. Ça lui suffisait pour faire un superbe tableau. Voilà, je vous remercie.